Jean-Pierre Améris, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre, de célébrer avec nous les 20 ans de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors, en 20 ans, notre activité a été jalonnée d'un certain nombre d'événements. Et il y a une date importante, une date qui a compté pour nous, c'est l'année 2018, l'année de diffusion du film que vous avez réalisé, le film Illettré. Alors on a cette liberté de pouvoir échanger sur le film maintenant et j'aimerais vraiment savoir comment vous êtes venu à cette question de l'illettrisme, comment ça s'est présenté à vous dans votre parcours et dans votre écriture aussi cinématographique. Bon anniversaire déjà. Merci. Et heureux de le fêter avec vous. L'illettrisme, c'est un sujet autour duquel je tournais tout de même depuis quelques années déjà, pour avoir vu des reportages, lu des articles. Et il faut dire que moi, lorsque je fais des sujets sociaux, des problématiques sociales, je suis toujours sensible quand même aux situations où les gens sont enfermés, enfermés dans un handicap, enfermés dans un problème social. Et ce que j'avais cru comprendre dans ces reportages, ces articles, c'est que l'illettrisme est une situation d'enfermement, que ces personnes sont enfermées dans la honte, se mettent dans des processus de mensonges, de ruses pas possibles. Donc il y avait là, chez moi qui ne fait pas de documentaire, moi je ne sais pas faire de documentaire, je fais des fictions, mais basées sur des choses réelles de temps en temps, mais il y avait une situation qui me touchait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait beaucoup de films sur ça, sur le fait d'être enfermé par quelque chose qui nous est tombé dessus, dont on n'est pas responsable, et raconter comment les gens se libèrent. C'est vraiment ce que j'aime filmer. C'est pour moi le sens que ça a de faire des films, c'est montrer quand même le principe de libération. Ça avait été le cas dans Marie Hortin, l'histoire vraie de cette jeune fille née sourde et aveugle. Fin 19e siècle, une religieuse avait sauvé en lui apprenant la langue des signes dans la main, qu'on utilise toujours avec les enfants, les 6000 personnes sourdes aveugles en France. Je trouve que c'est le génie humain, moi, quand même, de la communication. Et qu'on meurt sans communication, alors c'est peut-être d'avoir été adolescent un peu dans des difficultés de communication, de rapport aux autres, de phobie sociale, qui m'a rendu sensible à ce sujet. Ensuite, il fallait trouver une histoire. Et c'est là où la découverte du roman de Cécile Ladjali est intervenue. Roman qui s'appelle Illettré aussi, et que j'ai lu, et qui nous a offert à la scénariste Muriel Magellan et moi disons le postulat de base. C'est un très beau livre, c'est très documenté. Cécile Ladjali est elle-même enseignante, connaît très bien le sujet, a fait beaucoup d'interventions autour de tout cela. Et son postulat de départ m'a semblé formidable, disons-le, donc l'histoire d'un jeune homme, Léo, qui a été élevé par sa grand-mère, elle-même illettrée. Voilà une des choses que j'ai apprises en faisant ce film, parce que c'est ça qui est chouette avec mon métier, c'est d'apprendre des choses, et après de les restituer. Mais j'ai appris la différence entre analphabète et illettré. Et donc élevé par une grand-mère analphabète, n'ayant pas été à l'école, des gens fort modestes. Et lui, dans son travail, dans son usine, où il a toujours caché donc, son illettrisme, très malin avec ça, un jour, on le change de machine. Et le chef d'atelier lui dit « Bon, là, tu as toutes les consignes. Évidemment, il ne peut pas les lire. Et il a un accident du travail. Il manque de se faire couper 2 doigts. Et cet accident du travail va être un révélateur. Il va rencontrer une infirmière pour laquelle il va avoir le béguin. Et dans cette histoire d'amour aussi, il va se rendre compte combien son illettrisme l'empêche de vivre, littéralement. Et c'était ça qui était magnifique à raconter et qui était beau dans ce roman. C'était comment cet illettrisme empêche de vivre, et comment un garçon peut avoir, parce qu'il voit que ça le brime dans le travail, dans l'amour, même dans la relation familiale à sa grand-mère, qui l'adore, mais il n'arrive pas à lui dire finalement, il n'ose pas apprendre pour pas faire de la peine à la grand-mère. Il y a tous ces liens quand même. Et donc il va surmonter sa honte, parce que c'est ça qui me touchait aussi énormément dans ce sujet, c'est cette honte. C'est comme dans les violences conjugales. Moi, j'avais fait un film sur les violences conjugales il y a longtemps, en 1997, un combat de femmes qui s'appelait L'amour à vif. Et déjà, en rencontrant des femmes battues, c'était un peu les mêmes choses que j'entendais là, lorsque, après, là, je vais le raconter, j'ai fait l'enquête pour le film, mais cette idée de je n'ose pas dire, j'ai honte. Je suis illettré, je suis battu, je n'ose pas le dire. Donc, une forme d'emprisonnement. C'est vraiment l'emprisonnement. Ouais. Comme je vous disais, c'est ce thème qui me touche le plus. Alors, voilà le postulat. On savait qu'il y avait une adaptation formidable à faire.
on a rencontré Cécile Ladjali. En revanche, il a fallu que je lui dise tout de suite une chose, je ne pourrais pas être aussi pessimiste que vous. Parce que, on peut le dire, hein, pardon de spoiler quoi, pour les gens qui ne l'ont pas lu, parce que c'est vraiment un beau livre, hein, mais c'est un livre fort sombre hein, et qui se finit très mal pour le héros, hein, qui se suicide. Et tout de suite, je lui ai dit, je ne ferai pas un film sur l'illettrisme avec le jeune héros illettré qui se suicide. Ce n'est pas le message que je veux faire passer. Moi, je crois, on me le reproche hein, parfois dans mes films, hein, d'avoir un côté parfois un peu trop optimiste, oui, optimiste quand même. En tout cas, montrer comment les gens se libèrent. Quoi, hein. Encore une fois, c'est mon sujet. Mais je veux dire, je ne vais pas faire un film voilà, où le personnage illettré se suicide. Pour moi, c'est important. Et c'est important de le faire à la télévision. C'était un vrai choix, quoi. Hein. J'aime faire des films pour le cinéma, quoi, mais ces sujets-là, quoi, à caractère sociaux, je les fais pour la télévision parce que tout de même, ils sont beaucoup plus vus et vus par des gens, peut-être parmi les 2,5 millions, je crois, hein, de personnes en situation d'illettrisme en France, hein, qui pourraient le voir alors qu'ils n'iraient jamais voir un film de Jean-Pierre Améris, illettré, avec un jeune acteur, Kevin Azaïs, et même si la grand-mère était jouée par Annie Cordy, enfin, ils n'en auraient même pas l'information. Je trouve la télé merveilleuse pour ça quand même, hein, parce que voilà, on va chez les gens, tout d'un coup quelqu'un peut-être, et je me disais, ou un homme ou une femme en situation d'illettrisme voit tiens, il y a illettré, je vais regarder. Et peut-être apprendre quelque chose, et peut-être voilà, avoir moins honte, faire comme le héros après. Donc Cécile a tout de suite accepté ça. C'est vrai que la différence entre un livre et un film, en plus quand on lit, hein, on accepte des choses qu'en film qui sont beaucoup plus violentes. S'il avait fallu que je montre comment ce garçon se laisser mourir, quoi, en fait, d'une certaine façon, je sais pas, enfin, la représentation est terrible. Et puis vraiment, c'était pour moi un contresens, pour moi, hein. Et elle a accepté ce changement important, et ensuite on a écrit, voilà, avec Muriel Magellan, l'auteur, l'écrivain n'a pas écrit avec nous, mais on a écrit ce scénario. Et puis, c'est ma grande chance, quoi. À chaque fois sur ces sujets, donc ça avait été le cas pour l'amour à vif, sur les violences conjugales, j'avais été beaucoup dans les foyers de femmes battues. Il y a des choses que je ne peux pas inventer. Hein. Alors, je ne suis pas journaliste, encore une fois, je ne suis pas documentariste, mais j'ai besoin d'aller voir, quoi, pour apprendre. C'est ma chance, hein. C'est vraiment ma chance. Moi qui ne vais nulle part dans la vie, moi, avec un film, là, je peux aller dans tous les milieux. Parce qu'en vous écoutant, Jean-Pierre, c'est cette question qui me vient à l'esprit, c'est... Alors, dans le champ de la lutte contre l'illettrisme, oui, on entend deux discours. Il y a un discours qui consiste à dire il faut arrêter avec ce mot d'illettrisme, c'est un terme difficile, un peu violent, qui peut stigmatiser. Et puis, quand on a créé l'agence, on s'est dit ce terme-là, au fond, ce qui est stigmatisant, ce n'est pas tant le mot, mais c'est de vivre en situation d'illettrisme, d'être un peu prisonnier, de ne pas pouvoir avoir ce pouvoir sur sa vie. Et donc, vous avez fait le choix d'utiliser ce titre, de garder le titre du roman, Illettré. Pourquoi c'était si important pour vous? Et puis, la deuxième question, c'est de se dire, je me demandais, comment vous avez fait pour vous documenter finalement, parce que dans le film, il y a des scènes qui sont tournées dans un centre de formation pour adultes, en situation réelle. Je crois, enfin, pour avoir vu le film de nombreuses fois et avoir échangé avec vous sur cette question, il y a des personnages du film qui sont des bénéficiaires, des apprenants, hein, qui ont accepté, vous les avez rencontrés. Comment ça s'est passé ? D'abord sur le titre, hein, c'était le titre du roman, hein, Illettré, de Cécile Ladjali. Et ensuite, je trouvais ça bien, parce que si j'ose dire, puisque c'était notre sujet, il n'y a pas de honte, hein, quoi. C'est illettré, il est illettré, hein. Je sais pas, enfin, moi je suis grand, quoi. Enfin, donc, il n'y a pas de honte à nommer les choses, quoi. Et déjà, c'est peut-être un premier pas du travail, quoi. Il n'y a pas de honte à être illettré. Et toute la difficulté du héros et de beaucoup de gens, je crois, c'est justement de dire, je ne sais pas lire, de le dire, quoi. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je n'ai pas compris à l'école. C'est la puissance de la parole, hein, quand même. C'est ça qui est merveilleux, hein. C'est là où j'ai fait le lien, quand même, avec l'histoire de cette petite sourde aveugle. C'est un handicap. Est-ce que je peux dire ça, alors ? Est-ce que je peux dire ça? Alors, dans le champ de la lutte contre l'illettrisme, on dit que c'est une situation qui handicape le quotidien, voilà. C'est un vrai blocage. Voilà. Et on dit aussi qu'on peut en sortir, on peut dépasser cette situation. C'est une évidence, mais oui. Ce que vous dites, c'est que si on ne nomme pas ce problème, finalement, on s'interdit d'accompagner les personnes, de faire un bout de chemin avec elles, de les soutenir. On a tous des failles quand même, hein. On s'y reconnaît hein, quand même dans ces failles. Moi, si j'arrive à faire ces films-là, c'est que je m'y reconnais, je ne les fais pas à distance, hein. Je sais de quoi ça parle, le fait d'avoir honte, d'être emmailloté hein, dans des liens
trop complexe. Je vous dis, j'ai eu quelques difficultés de communication, cette phobie sociale, après qui m'a conduit à en faire même une comédie, hein, Les Émotifs Anonymes. Enfin, quand même, Les Émotifs Anonymes, moi, j'y suis allé des années, hein, quand même. Hein. Je ne pouvais pas rentrer dans un restaurant, je ne pouvais pas rentrer dans un lieu public, enfin, hein, parler en public, vous voyez. Donc, c'est pas quelque chose c'est quelque chose que je surmonte hein, aujourd'hui, hein, mais c'est pas quelque chose de simple, hein, même faire ça. Hein. Mais, donc, je sais ce que c'est le handicap. Moi, j'ai ce handicap-là, qu'on appelle la phobie sociale, enfin, le regard de l'autre, peut-être c'est parce que j'étais trop grand. Donc, je pars de ma faiblesse à moi, quoi, hein, de ma faille à moi, en disant il n'y a pas de honte. Et le mieux, c'est quand même justement, même quand j'ai fait ces émotifs anonymes, hein, de le mettre sur la table. Enfin, l'hyper-émotivité, en quoi ça vous limite socialement. Vous n'allez jamais dans des soirées, vous trouvez toujours une raison pour dire je viens pas. Mais un peu comme on a dans le film, hein, quand même. Hein. Moi, je répondais toujours ah ben non, je sais pas, ma mère est morte, mais elle est encore morte et tout ça. Ah, pardon, enfin, je m'en mêlais les pinceaux dans les raisons. Mais et après, on se retrouve tout seul, quoi, avec son plateau repas devant la télé. Donc, je voyais le lien qu'il y avait avec la solitude du personnage, avec cet enfermement comme ça, de peur du regard de l'autre. Le thème profond, pour moi, c'est quand même le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, quoi, hein? C'est terrible. Je me souviens, par exemple, je mêle un peu les expériences, pardon, hein, mais c'est de découvrir la réalité. Mais j'avais fait un film sur un jeune petit croque-mort, là, poids léger, il y a longtemps, là, avec Nicolas Duvauchel, et avec des vrais croque-morts, et qui tous me disaient, mais c'est terrible, hein, rencontrer une fille et lui dire « je suis croque-mort », il y en a plein qui partent en courant. Hein. En vacances, c'est pareil, au camping, on ne peut pas le dire, quoi, parce que ça sent la mort, quoi, hein, ça fait peur. Je suis fasciné par ça, que dans cette société, dans notre société, toutes les différences font peur, isolent, mais aussi qu'on s'isole soi-même, quoi, quand même. Hein, et que peut-être, à un moment donné, il faut dire « je suis croque-mort, je suis illettré, je suis hyper-émotif ». Enfin, quand même, la sortie, on le sait, plutôt que l'enfermement, le repliement sur soi, le renoncement, le fait de ne pas vivre, de se résigner à ne pas vivre, pas être amoureux. Pardon. De s'empêcher. L'empêchement, quoi. Hein, c'est vraiment... C'est incroyable. Un autre sujet, j'avais fait C'est la vie avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonner en soins palliatifs, et j'avais passé beaucoup de temps dans ce centre de soins palliatifs à Gardanne, la maison de Gardanne, et le nombre de gens en fin de vie me disant ah, ça se termine et qu'est-ce que j'ai été bête, j'ai eu peur, quoi. C'est quand même le fondement de nos vies, quoi, c'est la peur, quoi. Parce qu'on trouve toujours quand même, et c'est là où je dis qu'illettré, c'est pas stigmatisant, parce que c'est pas vous êtes illettré, vous êtes de côté. Non, on a tous des handicaps. Enfin, pour moi, je dis ça, quoi. L'être humain est handicapé, quoi, par tellement de choses. Et tous ces gens qui me disaient la vie s'achève et qu'est-ce que j'ai été bête, j'ai eu peur, quoi. Ça guide nos vies, quoi, peur du regard de l'autre. Donc le film raconte beaucoup ça. Alors vous me parliez sur l'enquête, moi c'est ma passion. Hein. Encore une fois, je ne suis pas journaliste, mais c'est quand même ma chance. Hein. Dans la vie, donc vous l'avez compris, hein, je ne suis pas très sociable, mais en revanche, avec un projet de film, je peux aller partout. Et là, on a écrit le scénario, toute la structure était là, mais après, je savais que le film se réécrirait, en partie en tout cas, hein, en m'immergeant ou en rencontrant les gens du réel. Et les premiers que j'ai contactés, bah, c'est vous, hein, quand même, hein, à Lyon, quoi. Hein, hein, votre agence. Hein. Je m'en souviens. Ouais. Vous vous en souvenez, hein, et je crois je crois que j'ai écrit, quoi. Hein, je préfère écrire qu'appeler, moi. Et vous m'avez vraiment bien accueilli. Hein, vous n'avez pas dit tiens, c'est quoi ce film et tout ça. Enfin, hein, vous avez accueilli le fait que ce soit une fiction. Hein, j'ai dû vous envoyer même le texte. Enfin, vous voyez, j'ai rien à cacher. Hein, donc, je dis toujours, hein, moi, c'est de la représentation. Hein, c'est pas du documentaire. C'est pas mieux ni moins bien. Hein, j'adore les documentaires. Mais moi, c'est une histoire, quoi, hein, qui dira des choses, hein, mais qui devrait être nourrie de réalité. Et tout de suite, c'est vous qui m'avez donné plein d'endroits où aller. Alors j'avais une obligation, c'était de tourner à Marseille. Hein. C'était un film pour la télévision, pour France 3, donc il fallait tourner à Marseille. Une ville que j'adore, hein. J'aurais bien aimé tourner à Lyon aussi, étant lyonnais, mais voilà, c'était Marseille. Et là, vous m'avez donné des adresses, et notamment, je suis allé, sur vos conseils, quoi, à l'ACPM, hein, qui est un atelier de pédagogie personnalisé, pour les initiés, voilà, un centre de formation. Vous le dites mieux que moi. Et reçu par sa directrice, la Mylène Chassan, et pareil, quoi, hein, sans a priori, quoi. Moi, 10 ans, vous voyez, j'ai fait un film en prison, j'ai fait les films dans les foyers de femmes battues, aux soins palliatifs. Je les lis, ces films, hein, parce que c'est aussi aller montrer les gens
qu'on met de côté, quoi, ou qui se mettent de côté eux-mêmes, mais qu'on met de côté quand même. Hein. Les prisonniers, je sais pas, les femmes battues, ou les handicapés, les petits sourds aveugles, les mourants, les malades, tout ça. Donc, je suis attiré par ça, me sentant fort différent par certains côtés. Ce que j'aime filmer, c'est ça, et comment les gens arrivent à rentrer dans la société. Pour moi, faire du cinéma, c'est ce qui me lie aux autres. Hein. C'est le geste qui me lie aux autres. Donc, ça doit être dans le film, ça doit raconter ça. C'est pour ça que je ne voulais pas terminer par un suicide, tout en montrant tous les écueils qui amènent la situation d'illettrisme. Mais quand même, il fallait qu'il l'apprenne déjà, et qu'il s'en sorte quelque part, hein, même s'il y laisse des plumes. Hein. Et donc, m'avait donné plein de contacts, là où j'ai été tout de même le mieux reçu et où ils ont été d'accord tout de suite pour que je reste là quelque temps. C'est bizarre comme vous voyez un grand escogriffe arriver et dire voilà, j'ai un projet de fiction, mais est-ce que vous seriez d'accord pour que je vienne observer? Je ne veux pas raconter des choses trop fausses, j'ai envie de voir. Et donc ça a été formidable, pas de problème. Donc j'ai vu des éducatrices et j'étais là donc dans les cours, quoi, hein. Avec par exemple la première chose que j'ai découverte, c'est que c'était pas des cours magistraux, quoi, hein. Tout de suite l'éducatrice, alors ça change peut-être d'un atelier à l'autre, hein, mais celle-ci m'a dit, c'est des gens souvent qui ont été un peu traumatisés par l'école quand même, hein, par le fait d'apprendre, ça impressionne. Donc elle dit, on va sûrement pas refaire comme à l'école, prendre au départ l'apprentissage hein, de l'écriture et de la lecture. Ça doit être assez ludique. Hein. Et donc déjà ça m'a plu, hein, que c'était par des activités, beaucoup de photos, beaucoup d'échanges, hein, comme ça. Et donc ça a nourri le scénario, c'est un peu quand même des choses que l'on voit dans le film. Après c'était émouvant de voir les personnes qui étaient là, des âges très différents. Alors des personnes étrangères, quoi, hein, donc ça c'est un autre sujet, hein, je disais toujours, hein, moi ce qui m'intéresse, hein, c'est de bien... J'ai l'impression qu'on associe parfois hein, la question de l'illettrisme à l'étranger, quoi, hein, ou le migrant, ou hein, on dit il ne sait pas parler le français. Non, ce qui m'intéressait bien, hein, c'est quelqu'un qui est d'ici, hein, qui est né ici, qui a été à l'école, mais qui n'a pas percuté, hein, quand même, hein, si j'ai bien compris. Hein, c'est ça, quoi. Hein. Et c'est ça qui impressionne les gens. Et quand on dit qu'il y a 2,5 millions de personnes à peu près dans ce cas, ça impressionne quand même. Et ça, on le découvre, en fait. Et donc, les gens étaient là. Alors, il y avait quelques personnes qui venaient de l'étranger, mais aussi voilà, des Français, des âges différents, et notamment une dame donc, qui est dans le film. Hein, et à chaque fois, donc, je raconte, voilà, je m'appelle Jean-Pierre Améris, j'ai un projet de film de fiction pour France 3 sur la situation de l'illettrisme. Je suis là pour apprendre et peut-être m'inspirer de ce que vous faites. Cette dame-là qui s'appelle Akila, dame d'origine algérienne, mais venue en France il y a très longtemps, mais d'une 60aine d'années. C'est drôle, spontanément, elle m'a tout de suite dit « je veux en être ». Parce qu'elle avait déjà, de façon admirable, surmonté tout ça, quoi. La honte. Elle était dans le plaisir d'apprendre, l'affirmation d'elle-même, à 60 ans quand même, hein. Faut y aller hein, quand même. Hein. Bon, je vois, moi, arrivant à 60 ans, quand même, hein, combien apprendre les moindres choses, hein, c'est difficile. Et elle m'a tout de suite dit ça, et on s'est liés d'amitié comme ça, et on la voit dans le film. Elle s'appelle donc Akila. Elle y raconte un peu de sa vie, hein, née en Algérie, alors pour le coup. Les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école, donc hein, elle, analphabète, mais arrivant en France avec un mari violent, voilà, réussissant à un moment donné à quitter ce mari violent, et arrivant à 60 ans avec des enfants tout bien, quoi, hein, qui ont trouvé vraiment des bons postes à Marseille, se disant, mais je vais m'occuper de moi. C'est ça aussi. Hein. Et c'est pas parce que j'ai 60 ans que je vais rester à ne pas savoir, dans le métro de Marseille, lire les panneaux. Donc cette dame est dans le film, et j'en étais très fier. Et puis, il y a des comédiens, mais j'ai essayé de filmer comme si c'était du documentaire pris sur le vif. Et ce que disent les comédiens, c'est ce que j'ai entendu là, avec l'autorisation des personnes, mais ce sont des récits que j'ai entendus. Mais on lit sur son visage, à Akila, enfin, cette victoire, cette réussite, enfin, il y a quelque chose de lumineux qui se dégage, hein, mais qui est aussi très bien mis en valeur avec la lumière du film, qui a été vraiment, enfin, qui souligne aussi cette dimension positive. Mais peut-être vous pourriez nous parler, Jean-Pierre, de cette transformation qui s'opère chez Léo et qu'on voit à l'image, en fait, quand il réapprend à lire.
il se transforme physiquement, enfin, il se redresse. Et ça, vous l'avez aussi mis en lumière très, très clairement. Et c'est peut-être aussi pour cette raison, à la fois parce que vous décrivez mieux que personne ce qui peut se passer dans la tête des personnes confrontées à l'illettrisme, mais aussi ce qui se passe quand on reprend le contrôle sur la lecture, l'écriture. C'est peut-être parce que vous avez réussi ça que le film est autant vu, autant diffusé, notamment dans les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Au mois de septembre dernier, il y a eu 50 projections suivies de débats à chaque fois. Grâce à l'équipe de production et avec votre accord, on peut passer ce film dans le cadre des journées nationales. Donc il y a cette transformation qui s'opère. Peut-être que cette transformation et cet environnement propre à Léo, vous avez aussi voulu je dirais le souligner, le mettre en évidence avec peut-être la distribution aussi des acteurs. Enfin, Complètement. Qu'est-ce qui a guidé vos choix? Enfin, pourquoi Kevin Azaïs, Sabrina Ouazani et puis Annie Cordy aussi? Déjà, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir de savoir que le film peut être un peu utile, en tout cas prêté au débat, parce que c'est rare, quoi. Et vous voyez qu'à un moment donné, c'est pas quelque chose d'égocentrique, uniquement égocentrique, c'est fait avec moi, quoi, mon vécu, ce qui me touche, mon caractère, mais qu'à un moment donné, ça sorte. Mais de toute façon, moi, ça sort par le film. Ça a été ma grande chance, moi, de trouver ma passion. Le cinéma, donc l'expression, faire quelque chose. Ce qui calme l'angoisse, c'est faire quelque chose. Et je crois que pour les personnes en situation d'illettrisme, c'est pareil. Il me semble, et c'était beau à filmer, que quand il apprend douloureusement au début, et puis mieux après quand il trouve cet atelier, il y a quelque chose, du plaisir aussi qui revient. Plaisir d'apprendre, il n'y a rien de plus beau quand même dans la vie. Apprendre, ça m'ouvre, ça me donne confiance. Et donc c'était vraiment intéressant avec ce jeune acteur qui s'appelle Kevin Azaïs, qu'on avait vu dans quelques films, là, qui était récemment dans une série, la Laetitia, là, où il est vraiment formidable. Et j'avais eu envie de tourner avec lui parce qu'il a ce côté très rentré, méfiant quand même, comme ça, voûté comme ça, comme ils sont souvent maintenant quand même ces jeunes, un peu boxeurs presque. Et c'était beau à filmer comment son visage s'apaise aussi. Je crois que ça a à voir avec l'apaisement. Ne pas être toujours en danger. Il m'a semblé comprendre quand même que ces personnes en situation d'illettrisme se sentent en danger. Nombre d'histoires que j'ai entendues, mais même un monsieur, c'était une histoire fascinante quand même, qui pendant plus de 10 ans a réussi à ne pas dire à sa femme quand même qu'il ne savait pas lire, disant moi je m'occupe pas des papiers, c'est toi, mais quand même au sein du plus intime quand même. Il y a quelque chose de presque du polar, je sais pas, d'Hitchcock, enfin du secret, le secret derrière la porte quand même. Et vivre avec un secret en se méfiant toujours, faut pas dire, faut faire croire que oui l'article, tu penses, je l'ai lu et tout ça. Donc c'est jouer la comédie quand même. Et c'est incroyable comme ils deviennent forts des fois à ce jeu, mais on y perd quand même des plumes, je crois, à ce jeu quand même. Et donc c'était fascinant de travailler avec Kevin. Le fait alors de tourner à la CPM, c'est tout simplement tourner là en fait, donc, dans les décors, comme ici, Alors l'éducatrice, l'animatrice est une actrice, mais je vous dis il y a un mélange comme ça de professionnel, non professionnel. Et pour Kevin, c'était important d'être dans l'endroit, et pour les acteurs, c'était important d'être dans l'endroit. C'était rassurant pour Aquila. C'est pas tout d'un coup, tiens, je vais basculer du côté du plateau de cinéma ou je ne sais quoi. Donc je suis quand même dans mon milieu. Mais pour un acteur, un jeune acteur comme Kevin, c'était formidable d'être sur les chaises comme les autres et d'être partie prenante. Encore une fois, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vraiment ça qui est beau, je trouve, dans votre travail, dans tous les efforts qu'il faut faire. Enfin, je ne suis pas un grand militant dans la vie, mais militant de ça quand même, que les gens puissent s'affirmer. On a droit à sa vie, chacun a droit à sa vie, a droit à exister, a droit à ses désirs, et que c'est trop dommage, encore une fois, d'y mettre une barrière parce qu'on est né dans un milieu pauvre ou, comme le héros, en effet, élevé par une grand-mère elle-même illettrée, Et pour elle, alors bon, c'était merveilleux, c'était mon idée de tourner avec Annie Cordy, qui est malheureusement disparue cette année, là. Et ça a été un enchantement de tourner avec elle. Et quand je l'ai rencontrée, vous voyez à quoi ça touche quand même, à Cannes, donc où elle habitait, je vais la rencontrer. Et elle avait lu le scénario, et elle me dit, c'est incroyable que vous me proposiez ce rôle, parce que sa mère était illettrée. Commerçante à Bruxelles,
Et elle dit, elle se trompait jamais sur les sous quoi, et sur les chiffres, hein, sur la note. Elle était commerçante, quoi, épicière. Quoi. Et en revanche, elle n'a jamais su lire et écrire. Elle dit, c'est beau, quoi. Hein, voilà. C'était il y a 3 ans, donc elle avait 87 ans, et elle dit, voilà, je vais jouer ma mère. C'était chargé, donc, hein, de plein de choses. Mais pour Kevin Azaïs aussi, hein, j'ai dû le sentir, hein, sans dire que je vois bien la difficulté, même, hein, de certains, comme ça, à lire, quoi. Enfin, hein, mais typiquement, peut-être d'un jeune homme, hein, quand même, hein, lisant pas de livres, tout ça, enfin, donc, hein, pas à l'aise avec ça. Hein. Les acteurs, hein, ils font les films pas par hasard, hein, c'est parce qu'aussi ça les concerne. Et Sabrina Ouazani, donc dans le rôle alors de cette infirmière qui va tomber, voilà, un peu amoureuse de ce garçon très mignon. Et je voulais montrer là comment aussi là, c'est un problème dans le travail, c'est un problème dans l'épanouissement personnel, c'est un problème dans l'amour aussi. Quoi, hein. Le nombre de fois où j'ai entendu ça, quoi, hein, le trac que ça donne, un rendez-vous avec une fille, la lecture du menu, quoi. C'est tout simplement ça. Et bien sûr, donc, il va prendre comme elle des crevettes. Or, on sait qu'il lui a dit, dans une scène précédente, qu'il a une allergie aux fruits de mer. Donc, le danger que ça met, et elle va le deviner. Et la scène était forte à jouer. Ils sont très, très bons, tous les deux, Sabrina et Kevin. Et tout d'un coup, elle comprend, et du coup, lui fuit, quoi. C'est-à-dire plutôt fuir, plutôt ne pas profiter d'une jolie histoire d'amour, du bonheur quand même, plutôt fuir, s'enfermer, quoi, quand on a été démasqué. Hein. C'est pour ça que je disais un peu Hitchcock, mais il y a quand même quelque chose du secret derrière la porte, hein, quand même. Et pourtant, ils ne sont pas coupables, ces gens, quoi. Ils sont même victimes, me semble-t-il. Hein. Mais ils se mettent dans une situation, voilà, comme un coupable qui doit cacher comme ça une tâche, une faute, alors que c'est pas de leur faute. Donc le film montre, je crois, hein, quand même, que ça fait du mal à l'histoire d'amour. Hein, ils ne finiront pas ensemble. Hein. Là, on retrouvait un peu Cécile Ledjali, il n'y a quand même pas de happy end complet, parce que ça fait du mal, parce qu'à un moment donné, donc, il réussit à le dire à cette infirmière qui ne sait pas lire, elle va vouloir lui apprendre. Et on va voir qu'elle ne sait pas apprendre. Mais c'est pas, on a vu là avec le confinement, je crois que c'est compliqué hein, pour les parents quand ils veulent se retrouver à apprendre des choses aux enfants. Et elle ne sait pas lui apprendre. Lui, il va s'énerver. Enfin, il va se vexer, quoi. Au début, elle lui dit, bah tiens, on n'a qu'à prendre des livres de ma fille. Elle a 4 ans. Je suis pas un enfant. Enfin, c'est que des vexations et ça abîme l'amour quand même. Hein. Elle va le voir en état de grande faiblesse hein, quand même. Et lui, garçon en plus, hein, un petit macho comme ça, va pas supporter comme ça d'être vu en faiblesse. Je crois, il me semble que l'apprentissage, il me semble que c'est bien dans ce lieu neutre de l'atelier, hein, de l'école. Un peu un lieu à l'abri des pressions, on va Vraiment, dire, hein. Et donc organisé, animé par des professionnels en fait, Vraiment, de la je formation crois que c'est comme l'école. Hein, qui savent très bien au quotidien remettre les personnes en confiance aussi pour qu'elles cheminent vers la réacquisition des savoirs essentiels. Pour terminer cet entretien passionnant, Jean-Pierre, je voudrais peut-être qu'on parle d'une ville qui est chère à votre cœur et qui est chère à notre cœur aussi, puisque l'agence fête ses 20 ans, ses 20 ans d'installation à Lyon. Toujours à Lyon. L'agence aurait pu être, c'est une agence nationale, alors c'est l'état-major national, aurait pu être installée pas loin d'ici, à Paris, mais à l'époque, les pouvoirs publics ont fait le choix de l'installer à Lyon et de faire de cette ville voilà, un lieu sur le champ éducatif, le champ social de référence, et on est vraiment très heureux, très fiers d'être présents dans cette belle ville. Et je sais que vous avez tourné votre dernier film à Lyon, c'était peut-être l'hiver dernier. C'était le juin-juillet 2019. Alors voilà, peut-être nous dire un petit peu votre attachement à cette ville et nous dire un petit mot de Profession du père, c'est ça Oui. Profession du père. Profession du père, qui lui alors est adapté d'un roman de Sor Chalandon, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon en 1961, hein, de 11 ans, quoi, dont le père est mythomane, hein, joué par Benoît Poelvoorde, et au moment de la guerre d'Algérie. Et donc ce père mythomane va entraîner son petit garçon dans des aventures, hein, à la fois excitantes hein, pour un petit garçon, mais un peu dangereuses aussi, hein, puisqu'il s'agit d'aller mettre des lettres anonymes dans des boîtes hein, d'hommes politiques. Et dans ce thème-là, j'ai retrouvé des choses de ma propre enfance. Non pas que mon père était mythomane, mais était tout de même ce qu'on appelait un tyran domestique, il y avait de la violence comme ça dans la famille, et je savais pouvoir raconter ça du point de vue de l'enfant, là aussi quand même, hein, les traumas quand même, hein, qui nous fondent après, hein, mais du point de vue de l'enfant, ce que c'est et qu'on ne comprend pas quand on a 11 ans, on aime
voilà, de façon inconditionnelle nos parents, mais en même temps on ne comprend pas pourquoi papa humilie maman, pourquoi de temps en temps la violence arrive, et comment les enfants font pour surmonter tout ça, quoi. Je trouve que les enfants sont des héros et quand même doivent faire avec la souffrance des parents. C'est que longtemps après qu'on voit bien que nos parents étaient des pauvres humains comme nous tous, quoi. Enfin, c'est ça qui me travaille, quoi, me touche, quoi, hein. C'est quand même cette part d'humanité, hein. Même ce père, j'en fais pas le procès dans le film, hein. Benoît Poulvord non plus, c'est très humain, hein. Mais il est plein de complexes, il est plein de ressentiments. Pour lui, c'est le monde qui est responsable de tout, il est en guerre avec le monde, mais entre dans l'imaginaire, quoi, et fait payer quand même. Après ça, je ne souscris pas à ça, mais fait payer son propre malheur, quoi, à sa femme et à son fils. Donc toujours les liens, quoi. Et comment arriver à se libérer? Là, c'est le petit garçon qui se libère, en fait. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Améris. C'est moi, merci, ça fait toujours plaisir de vous voir. Merci. Et voilà, si on peut continuer voilà, à participer à ma mesure comme ça, à tout ce que vous faites, quoi, hein, c'est tellement important, quoi, hein, je trouve, c'est tellement important. Et puis là, voilà, les choses avancent, je crois, hein, un peu. Hein, vos efforts sont récompensés. Et juste livrer ce message, peut-être un peu naïf de ma part, mais voilà, qu'il n'y a surmonté cette honte, quoi, quand même. C'est le plus important.